Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet qui consiste à comparer les différentes architectures Python, RStudio et Dataiku sur sur un sujet de machine learning qui concerne à prédire une variable binaire M pour une cellule cancéreuse maligne, c'est-à-dire la tumeur, elle est la tumeur une tumeur avec risque, pardon, et ou B pour une cellule cancéreuse bénigne, c'est-à-dire la tumeur n'est pas risquée. On commence tout d'abord avec notre sommaire. En première étape, la première étape concerne l'organisation et la préparation des données. Ensuite, on présentera les résultats des différentes architectures et on finira par la comparaison des architectures, des trois logiciels, pardon. En première étape, tout d'abord, on commence la préparation des données. En première étape, on a vérifié qu'aucune valeur, on a vérifié que dans notre jeu de données, ne contenait aucune valeur manquante. En deuxième étape, on a dupliqué le jeu de données en simulant des nouvelles lignes avec des combinaisons différentes entre les variables explicatives X afin d'avoir une base de données plus robuste. En troisième étape, pour avoir une meilleure performance des modèles, on a normalisé la variable X, la variable explicative X. Ainsi, ça permet d'égaliser l'influence de chacune des variables. Pardon. En quatrième étape, on a vérifié qu'aucune corrélation n'existait entre les variables, à savoir à savoir que tout le travail de préparation des données mentionné a été pris en compte sur toutes les architectures afin d'avoir une comparaison, afin d'avoir une comparaison plus juste. Enfin, le graphe ici, tout à droite, ce graphe représente la répartition des variables à expliquer, c'est-à-dire la variable diagnostique, à savoir 37%, à savoir 37% des ID ont une cellule maligne, celle-là, et 63% des ID ont une cellule bénigne. Notre base de données est composée de 1138 lignes et 32 colonnes, dont 30 colonnes correspondent aux caractéristiques des cellules cancéreuses. Une colonne ID qui ne sera pas prise en compte dans la partie modélisation et une dernière colonne, diagnostic, c'est notre variable à prédire. Avant de passer à la partie modélisation, on va découper notre base de données en deux sous-ensembles. Un jeu test, un jeu test qui représente 30% des données, sur lequel on va étudier la performance de nos modèles. Et un jeu train qui représente 70% des données, sur lequel on va entraîner nos différents modèles. On passe maintenant à la répartition du travail. La partie préparation des données et la partie Python sont faites par moi, Gouchachoura. Et la partie DataIQ et RStudio et la comparaison des architectures sont faites par ma collègue Anaïs. On commence les architectures tout d'abord par la première architecture Python. On passe au slide suivant. Sur Python, sur Python, on remarque bien que le résultat entre les modèles sont à peu près similaires. Cependant, la régression logistique nous donne un meilleur résultat en termes de performance, 74,85%. Le rendement Forest vient juste après, avec 74,26% d'accuracy. Ensuite, on a le gradient boostique à 72% et enfin le modèle carte avec 71% de performance. En termes d'exécution, la régression logistique est en deuxième position avec le deuxième meilleur temps juste après le modèle carte. Cependant, le gradient boosting et le modèle rendant forest prennent un peu plus de temps à s'exécuter. Enfin, en termes de poids, en termes de poids, en termes de poids de stockage, la régression logistique prend beaucoup moins de place, prend beaucoup moins d'espace par rapport aux trois autres modèles.
Maintenant, on va se focaliser sur notre meilleur modèle qui est la régression logistique. Pardon. Tout d'abord, le graphe ici à gauche représente la matrice de confusion. Notre meilleur modèle nous prédit 84 des vrais positifs, que signifient des ID avec une cellule cancéreuse maligne correctement identifiée. Cela correspond à un taux de justesse de 59%. Aussi, il nous prédit à tort 28 patients qui ont une cellule cancéreuse bénigne alors qu'il est prédit en maladie. On finit cette première partie avec la courbe ROC. La courbe ROC représente la performance de notre modèle probabiliste à des différents seuils, sachant que le modèle est performant dès que le AUC est proche de 1. Dans notre cas, le AUC vaut 0,84 pour le modèle régression logistique. Je laisse la parole à ma collègue Anaï. Merci. Nous allons maintenant passer à l'architecture RStudio, sur laquelle j'ai travaillé. Nous allons étudier les mêmes modèles et métriques pour cette partie. Commençons par la métrique accuracy. On rappelle que l'objectif de cette métrique est de mesurer globalement la performance du modèle. C'est le nombre de prédictions correctes sur l'ensemble des prédictions. Plus elle est élevée, et mieux c'est. On obtient les résultats suivants pour cette métrique. La régression logistique fonctionne dans 75% des cas. Concernant le gradient boosting, il est de 78%. C'est bien meilleur. Cependant, le coût est 4 à 5 fois supérieur. On passe de 0,3 mégabits à 1,4 mégabits pour la complexité spatiale. Pour les modèles cartes et Random Forest, on a une accuracy d'environ 76%. Le coût computationnel est très élevé, en plus d'une accuracy qui est plus faible. Le meilleur modèle est alors le gradient boosting. Travaillons sur les meilleurs modèles de l'accuracy et de l'AUC, c'est-à-dire respectivement le gradient boosting et la régression logistique. Les deux graphiques ont été générés par RStudio. Le graphique à gauche utilise l'accuracy. Il nous montre les données d'une matrice de confusion pour la régression logistique. J'ai utilisé les bibliothèques Caret pour la matrice de confusion, ggplot pour l'autoplot et Yardstick pour l'autoplot sur une matrice de confusion. On peut avoir une idée du nombre de patients de chaque classe grâce à la taille des rectangles. Rappelons que 0 correspond à une cellule cancéreuse, bénigne, et 1, une maligne. Fn, qui est le false négatif, pourrait alors être interprété comme étant une cellule cancéreuse qui est prédite comme bénigne alors qu'elle est maligne. Le nombre de patients dans l'ensemble test, dans ce cas-ci, est de 59. Ce modèle est plutôt performant, il détecte bien chaque classe, et les erreurs Fn et Fp sont peu nombreuses. Passons au graphique de droite. C'est une courbe ROC, obtenue grâce à la bibliothèque PEROC. Elle fournit des outils tels que la courbe ROC ou la métrique AUC, qui est une métrique qui permet de calculer l'air sous la courbe de ROC. Cette métrique nous indique la performance du modèle. On rappelle que le but de cette métrique est de mesurer la capacité d'un modèle à faire la distinction entre les classes. Ici, le graphique nous indique donc que le modèle il est très performant. En effet, on a une AUC de 81,9%. La dernière architecture sur laquelle nous nous sommes penchés est DataQ. Elle est très différente des deux précédentes, c'est pourquoi nous avons souhaité l'étudier pour par la suite les comparer. L'objectif est le même, c'est de trouver le meilleur modèle de classification binaire pour notre jeu de données. Pour ce faire, j'ai pris les mêmes algorithmes et métriques que précédemment. Tout d'abord, voici un dashboard. C'est une interface qui permet de visualiser les données et les résultats d'une analyse de données ou d'un modèle de machine learning. Celle-ci est interactive, elle peut être mise à jour selon le flux. J'ai choisi de mettre dans ce dashboard une matrice de corrélation qui est ici.
Un graphique de la répartition des données en fonction de la colonne diagnostique qui est ici, et enfin un autre graphe qui représente le périmètre, enfin, la moyenne du périmètre, le périmètre moyen en fait, en fonction de l'aire moyenne. On a ainsi un très bon aperçu des données à travers ce dashboard. Sur le graphe de droite qui est ici, euh, les données n'ont pas de relation linéaire. Ceci est confirmé par la matrice de corrélation. En effet, à la jonction entre la ligne area mean et la colonne périmètre mean, on a le coefficient qui vaut 0,5. Ceci correspond à un coefficient qui est faible. Enfin, oui, ceci correspond au fait que les données n'ont aucune corrélation entre elles, ce qui est le cas aussi pour tout le reste des données. Les graphiques suivants nous simulent les résultats des modèles de machine learning avec les métriques accuracy et ROC-AUC de façon claire. En effet, concernant l'accuracy, le gradient boosting qui est ici a la meilleure prédiction qui est de 81,6%. En revanche, pour l'AUC, la régression logistique qui est ici est le meilleur modèle avec un pourcentage de 85,6%. Le graphique de droite qui est ici, quant à lui, est une manière de trouver le meilleur modèle. Il faudrait prendre le modèle avec la plus grande R sous la courbe. On obtient alors le même résultat, à savoir que la régression logistique est le meilleur modèle. Les métriques se calculent dans un temps total de 6 secondes. Concernant le poids, DataQ ne donne pas d'informations. À présent, nous pouvons comparer ces architectures à l'aide d'un tableau à double entrée. Je compare les architectures vues précédemment, à savoir Python, RStudio et DataIQ, sur différents aspects, l'intuitivité, les compétences requises, le prix, la complexité spatiale et temporelle qui donne le coût computationnel, l'esthétique, l'esthétisme et la précision. Selon moi, Python est plutôt intuitif, alors que RStudio ne l'est pas du tout. DataIQ est très modulable et façonnable. Il faut une formation d'environ 3 mois pour pouvoir faire du machine learning ou de la data visualisation sur Python et RStudio. Il ne faut que 7 jours pour DataIQ. Ils sont tous gratuits, sauf DataIQ qui est payant après 14 jours pour la version en ligne. Le coût est similaire pour Python et RStudio. DataIQ semble demander plus de temps et de ressources. Python a une esthétique classique. RStudio est plutôt travaillé et celle de DataIQ est très élaborée. Enfin, Python et RStudio font preuve d'une haute précision, tandis que DataIQ a une précision plutôt moyenne. Mais elle est modulable. J'ai construit un graphique radar. Celui-ci nous permet de visualiser facilement les avantages et les inconvénients de chaque architecture. Ainsi, on voit que DataIQ, qui est en rose clair, il est plus axé sur l'aspect créatif. En effet, il est très esthétique, il est intuitif, flexible et il demande peu de compétences. Python, qui est la partie rouge, enfin, qui est la partie rose foncé, domine le pôle technique. Il est précis, il demande des ressources faibles et demande malheureusement beaucoup de compétences, beaucoup plus de compétences. RStudio est un bon compromis entre les deux architectures. Il allie la créativité et la technicité des deux architectures. Les trois sont gratuits, mais DataIQ atteint vite sa limite. Selon votre profil, il sera plus judicieux de choisir une architecture plutôt qu'une autre. Pour notre projet, il était plus intéressant de prendre l'architecture RStudio ou DataIQ. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.